Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mercredi 5 mars. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale qui va s'afficher. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Mathieu Brelon, architecte et membre du réseau Ecobat. Nous avons parlé avec lui du développement de l'éco-construction sur le territoire vendéen. Interview que vous retrouvez désormais sur TV Vendée et sur la chaîne YouTube également de TV Vendée Actu. Voici maintenant les titres de l'actualité de ce mercredi. Nous revenons ce matin sur l'arrivée de Fabrice Amedeo. Le skipper de Nexans WeWise a bouclé son Vendée Globe hier à la 32e place en 114 jours. Nous écouterons sa réaction après ce Vendée Globe éprouvant pour lui et vous verrez que le public était à nouveau au rendez-vous pour l'accueillir comme il se doit. Nous revenons également sur ce procès de 8 jeunes qui s'est tenu hier au tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. 8 mineurs comparaissaient pour avoir mené une violente expédition punitive en novembre dernier. Ils ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés après 6 heures d'audience. Et pour finir, nous ferons également le point sur l'avancée de la construction du futur hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon, un projet qui doit permettre de rassembler au même endroit différents services de la ville, mais dont le coût, 38 millions d'euros, fait grincer dans les rangs de l'opposition municipale. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour, météo placée sous le signe du soleil malgré un très léger voile nuageux ce matin, comptez 4 à 7 degrés. Dans l'après-midi, le ciel sera parfaitement dégagé pour laisser place donc au soleil. Les températures seront bien douces avec 15 degrés dans les terres et 17 degrés sur le littoral. On fait un petit point également sur les marées pour aujourd'hui, avec donc une basse mer à 2h et 14h30, pleine mer à 8h15 et 20h30, coefficient de 80 à 72. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et au plus praticable à 14h40. On fait un petit tour, comme tous les matins, des marchés du jour, avec celui de Barbâtre ce matin sur l'île de Noirmoutier. C'est de 8h à 13h, place du marché. Vous pouvez également aller du côté de Fontenay-le-Comte, de 7h à 13h30, c'est sous les Halles tout simplement. Et puis également le marché des Luxe sur Boulogne de 8h à 13h, place du Sénéchal. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation avec les ralentissements habituels du côté de La Roche-sur-Yon en raison de l'embauche tout simplement, à la fois à La Roche-sur-Yon mais aussi du côté de Esnay sur le contournement et également à l'entrée des Sables d'Olonne. Je vous rappelle quelques travaux en cours sur les routes vendéennes. La départementale 2 entre le Poiré-sur-Vie et Palio est toujours fermée à la circulation. Il y a plusieurs déviations. Fermeture également de la départementale 38 entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer. Attention également si vous empruntez la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, il y a des circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre. Et puis enfin sur la D949B entre Bournezeau à la sortie du péage de l'A83 et Chantonnay, il y a des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui peut entraîner quelques perturbations. Et en ce mercredi, nous fêtons les Olivia. Bonne fête donc à toutes. Et il est déjà temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon a annoncé hier la levée de son plan blanc mis en place début janvier pour faire face à une forte affluence au service des urgences, notamment à cause de l'épidémie de grippe. Ce plan permettait la mobilisation de moyens matériels et humains supplémentaires ainsi que le décalage d'opérations non urgentes. Le CHD rappelle néanmoins que même si le nombre de passages aux urgences a diminué ces derniers jours, la situation épidémique reste tendue et conseille donc de privilégier le recours à son médecin traitant et d'appeler le 15 en cas d'urgence vitale. Nous prenons maintenant la direction des Sables d'Olonne où hier après-midi, Fabrice Amedeo, le skipper de Nexans WeWise, a bouclé son Vendée Globe. Il termine 32e en 114 jours, 1h et 58 minutes. Il est officiellement le dernier skipper classé sur cette 10e édition puisque le Belge Denis Van Winberg, toujours en mer, arrivera après la fermeture officielle de la ligne d'arrivée. Je propose d'écouter la réaction de Fabrice Amedeo, très heureux d'avoir terminé ce Vendée Globe.
C'est pas le Vendée Globe pour lequel j'étais parti, mais en fait c'est la magie de l'océan et la magie du Vendée Globe, c'est qu'il te met là où tu mérites d'être. Le bateau n'était pas prêt, j'étais pas prêt, je m'en suis rendu compte sur la descente de l'Atlantique, et donc assez rapidement j'ai appuyé sur le frein, et donc j'ai fait un Indien très prudent, trop prudent, et puis après ça a continué, jusqu'à perdre des jours, et voilà. Et au final, mon objectif il est rempli. Mon objectif c'était 2 ans après le naufrage, prendre le départ du Vendée Globe et le terminer. Je l'ai terminé 2 ans après le naufrage, donc c'est une énorme victoire pour moi. Et j'ai réalisé mes mesures scientifiques aussi tout au long du parcours. J'ai fait le tour du monde sans énergie fossile. Donc en fait j'ai réalisé tous mes défis, tous mes objectifs sont cochés. Il y a juste le temps de course qui est un peu long. Mais au final, ça a été une super expérience personnelle. D'avoir l'éternité qui s'installe dans ma tête, parce que c'est ça en fait. 114 jours, c'est très long. Et ouais, c'était dingue. Il y a eu un truc un peu mystique aussi, dans le Pacifique. Et j'ai vécu quelque chose de très fort. Après, j'étais parti pour un certain Vendée Globe et j'en ai fait un autre. Et il est tout aussi exaltant que le premier, différent. Et voilà. Et le public était bien présent le long du chenal des Sables d'Olonne pour accueillir Fabrice Amédéo sous le soleil. C'est ce qu'ont constaté Léane Rousseau et Louise Viadger qui étaient sur place et qui ont rencontré Antoine, un passionné qui n'a rien manqué de cette 10e édition du Vendée Globe. Ça y est, nous y sommes, l'arrivée du dernier Français de cette 10e édition du Vendée Globe. Nous voyons derrière nous arriver, on entend les premiers sons d'ambiance. Petite affluence en cette fin de période de vacances, nous sommes avec Antoine. Alors Antoine, dites-nous pourquoi c'est important pour vous d'être présent pour cette dernière arrivée officielle. Je dirais c'est de fêter quand même son arrivée. Je dirais même s'il arrive dernier, il a fait le tour du monde quand même. Donc c'est quand même toujours une épreuve, l'Everest des mers comme on dit, une épreuve quand même relativement compliquée et difficile. Oui, dernier ou pas, boucler le Vendée Globe, c'est une victoire. C'est une victoire quand même, tout à fait. Donc vous me le disiez, vous avez suivi quand même la course. Oui. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course? Et une petite émotion peut-être à l'arrivée du dernier participant? Une émotion, non, j'ai une émotion plus facile. J'ai eu plus d'émotions, je dirais, pour Charlie Dalin ou bien évidemment Violette d'Orange, parce qu'elle a fait un très bon score quand même, malgré sa jeunesse. Et j'avoue que là, tout le monde a la preuve, il y avait énormément de monde ici. Et il y a eu pratiquement autant d'affluence, pas qu'au départ, mais que Charlie Dalin au niveau de l'arrivée. Oui, bien sûr. Et vous avez suivi un petit peu son parcours, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je dirais que c'est un beau parcours quand même si aujourd'hui, les bateaux à foil, c'est certain qu'ils vont beaucoup plus vite et les prochains bateaux à foil iront un peu plus vite. Après, tout dépend des conditions météorologiques qu'il y a pendant cette épreuve. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de l'ambiance ce soir? Ce soir, c'est une petite ambiance. Par rapport à d'habitude, il y a beaucoup moins de monde. Même la semaine, lorsque Éric Bellion est arrivé ou autre, il y a 15 jours, il y avait quand même beaucoup plus d'ambiance. Oui. Mais c'était quand même oui. pour vous de marquer un peu cette fin. Oui, c'est toujours c'est quand même une épreuve, donc on est là quand même pour les féliciter. Eh bien, on va regarder l'arrivée. Désormais, plus qu'à attendre la dernière arrivée de Denis Van Winberg, qui arrivera a priori samedi ou dimanche, après la fermeture de la ligne d'arrivée. Et nous vous proposons de revivre cette 10e édition du Vendée Globe avec un documentaire exceptionnel qui sera diffusé sur TV Vendée vendredi soir. Juste avant sa diffusion, nous ferons le bilan de cette édition avec Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, et Hubert Lemonnier, le directeur de course. Nous revenons maintenant sur cette affaire judiciaire qui a marqué la fin de l'année 2024 dans le département et dont nous avions déjà parlé hier. Elle concerne une expédition punitive menée par 10 jeunes Vendéens. Ils s'en étaient pris physiquement à plusieurs de leurs camarades directement au domicile de ces derniers à Dompierre-sur-Yon, La Ferrière et Faleron, entraînant plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. Le procès des 8 mineurs du groupe se déroulait hier au tribunal de La Roche-sur-Yon. Florian Wozniak était sur place. C'est une audience comme il y en a peu ici en Vendée. Cet après-midi, 8 jeunes mineurs comparaissaient devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils sont poursuivis pour des faits de violence commis le 16 novembre dernier dans plusieurs communes du département. Une expédition punitive menée par des jeunes cagoulés et armés qui se seraient rendus au domicile de plusieurs familles. L'objectif, régler ce qui serait une dispute qui aurait éclaté sur les réseaux sociaux et où des insultes
verdict aurait été proféré. Je défends les 3 premières familles qui ont été touchées par ces violences. Elles ont été d'abord sidérées, elles ont été complètement anéanties par le spectacle. Elles ont vu le niveau de violence verbale, le niveau de violence physique, psychologique qui a été atteint dans une sphère qui est celle de l'intime, puisque c'est celle de son propre domicile. Et puis après, elles se sont effectivement organisées pour faire en sorte que justice soit rendue. Après un rappel des faits par la présidente du tribunal, les auteurs sont entendus un à un pour évoquer leur personnalité. En fin d'après-midi, après plus de 4 heures d'audience, les avocats n'ont toujours pas pris la parole. Ce sont tout d'abord les plaidoiries des parties civiles qui sont attendues, puis il sera au tour du ministère public et de ses réquisitions. Place alors ensuite à la défense des auteurs avant que la présidente et ses 2 assesseurs ne se retirent. Vous l'avez donc compris, un jugement qui pourrait donc être prononcé dans la soirée, voire même repoussé en raison de la procédure. Pour rappel, un second volet de l'affaire ouvrira le 17 mars prochain, cette fois-ci en correctionnel, où les 2 derniers auteurs, cette fois-ci majeurs, seront entendus. Et après une audience de plus de 6 heures, le tribunal pour enfants s'est prononcé sur cette affaire. Peu après 20 h hier soir, les 8 jeunes prévenus ont été reconnus coupables. Ils auront un suivi éducatif d'1 an et ont interdiction d'entrer en contact entre eux ou avec les victimes. Un renvoi au civil a également été prononcé afin de juger les préjudices matériels et moraux. Les familles des victimes ont indiqué ne pas avoir eu de réelle explication de la part des 8 jeunes malgré leurs excuses. Nous continuons avec l'un des chantiers majeurs de La Roche-sur-Yon, la construction du futur hôtel de ville et d'agglomération. Il doit permettre de rassembler la majorité des services administratifs et offrir un guichet unique pour toutes les démarches des habitants. Sa première partie doit ouvrir en juillet prochain, notamment la salle des mariages. Ce chantier cristallise les tensions entre la majorité et la minorité au sein du conseil municipal en raison de son coût financier. Reportage de Mathis Pires. Vous avez ici le projet du nouvel hôtel de ville. Vu depuis la rue Clémenceau, elle aussi entièrement refaite, mais pour le moment, c'est encore en travaux. On est vraiment dans une ambiance qui va être chaleureuse, qui se veut ombragée et qui se veut très vert. En fait, on capitalise vraiment sur la partie aménagement transitoire du bas de la rue Clémenceau où on avait des remontées des habitants sur ce besoin de vert, ce besoin de pause. Et du coup, on l'a traduit sur cette section-là. Prévu pour juillet prochain, la mairie compte accueillir une grande partie des services municipaux. Avec un intérieur moderne et un extérieur végétalisé. Objectif, redonner vie à cette rue. Les bâtiments que nous avions étaient en très mauvais état, ne correspondaient plus à l'offre du temps. Et le diagnostic que nous avions fait des bâtiments en 2014 était très très mauvais sur l'ensemble des bâtiments municipaux. Et il nous fallait absolument retrouver une nouvelle stratégie. C'est le type de chantier qu'on ne refait qu'une fois tous les 200 ans. En fait, refaire sa mairie, construire une mairie pour une ville, c'est quelque chose que l'on fait très très rarement. Un chantier exceptionnel et surtout coûteux, estimé à 38 millions d'euros, dont 22 millions consacrés à l'hôtel de ville. Une enveloppe beaucoup trop grosse, conteste l'opposition. Si je devais résumer, je dirais que c'est un peu la folie des grandeurs. On a un gouffre financier, puisque le chiffre initialement prévu a explosé, il a quasiment doublé depuis 2018. Bien sûr, il fallait rénover l'ancienne mairie, la mairie historique, mais cela ne devait pas conduire pour autant à un bâtiment si coûteux et finalement qui ne remplit pas toute sa fonction puisqu'on va devoir ajouter des bâtiments pour des services ailleurs. La salle des mariages sera la première partie du bâtiment à être inaugurée. Date du premier mariage, le 12 juillet prochain. Et un autre chantier s'apprête, lui, à débuter, celui du réaménagement d'une partie du centre-ville des Herbiers. Au programme, restructuration de l'îlot Saint-Jacques et la création dans cette zone de logements en bail réel solidaire pour les primo-accédants. 19 nouveaux logements sont prévus, un investissement de 1 750 000 €.
On souhaite avoir une diversité ici en centre-ville en densifiant forcément un petit peu nos logements, mais en les gardant qualitatifs pour rapprocher les habitants bien des commerces et des services. Donc c'est donnant et puis c'est gagnant surtout. Et effectivement, à l'intérieur, nous aurons des personnes parfois d'un certain âge qui trouveront un certain confort à venir vraiment tout faire à pied. Nous aurons également des jeunes actifs et puis aussi des primo-accédants. Dans les primo-accédants, nous avons notamment 19 logements en bail réel solidaire, c'est-à-dire de l'acquisition d'accès à la propriété, mais de manière un peu sociale, puisque le prix du foncier n'est pas impacté sur le prix de vente, et donc ça nous permet d'avoir des jeunes propriétaires. On termine avec votre météo de la matinée. C'est le soleil qui domine à nouveau aujourd'hui, malgré un très léger voile nuageux ce matin sur l'ensemble de la Vendée. C'est d'ailleurs la journée la plus ensoleillée de la semaine en France. Les températures sont légèrement à la hausse ce matin, avec 5 degrés à Montée-du-Vendée et la Châtaigneraie, 6 à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Challans, 7 degrés au Sable-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 8 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au Tiki vendéen. C'est un nouveau café qui a ouvert récemment sur la commune de Corps. L'objectif est de pouvoir y recréer du lien social entre les habitants. Alors, c'est un bar-restaurant situé à Corps, on fait du multiservice également. Donc c'est un endroit qui était très attendu, ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet. Donc on fait restauration le midi, on fait également bar le soir et les week-ends, en fin de semaine. Et on fait également du multiservice, c'est-à-dire des pots de pain, des pots de tabac également. Et on a fait une demande pour la FDJ qui va venir bientôt, mais ça c'est en cours. Voilà, parce qu'on n'est que tous les deux pour l'instant. Donc le temps que ça se mette en place, voilà. Ça rapporte de la vie, ça rapporte également pour les gens qui se retrouvent, parce qu'il y avait une machine à pain, il y a un boucher et un coiffeur, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de commerce en fait dans le coin. Donc on le voit très bien, les jeunes se retrouvent avec les plus anciens, ça crée de la vie, du dynamisme, et les gens sont contents. Un peu de tous les âges en fait, des enfants jusqu'aux plus âgés. On a les sorties d'école, on a les personnes un peu plus âgées qui viennent faire leur tour, qui viennent manger, qui viennent boire leur café. On a aussi les entreprises, donc le midi. Et on a un peu tous les âges, même les jeunes pour le soir, le bar ou même pour manger le midi. Eh bien en fait, 1000 cafés, c'est en fait une association qui en fait répond à un service, une vraie problématique d'intérêt général qui est celle du fait qu'aujourd'hui, dans 2 villages sur 3, il n'y a plus de lieux de lien social. Et nous, notre objectif, c'est de recréer ces lieux de lien social. Et donc chez nous, ces lieux de lien social prennent la forme de cafés multiservices. Donc on accompagne des communes comme celle de Corp à ouvrir ou maintenir leur lieu, leur café. En l'occurrence ici le café était fermé depuis très longtemps et on a donc recruté le gérant et la gérante pour cet établissement, donc en l'occurrence Alexandra et Mathieu qui sont des personnes qui étaient déjà implantées juste à côté et on les a accompagnés jusqu'à l'ouverture, c'est-à-dire que on les a accompagnés à monter leur structure, à pouvoir leur donner un accompagnement pour qu'ils puissent se former à l'ouverture et également des outils pour faciliter leur exploitation du type tarifs négociés, conseils juridiques, etc., etc. Alors 1000 cafés, en fait notre objectif c'est de tout simplement de soutenir ou de faire grandir le bon café au bon endroit. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info et l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr, également sur la chaîne YouTube TV Vendée et TV Vendée Actu. Comme tous les mercredis, on parle maintenant cinéma.
Vendredi et samedi, donc à l'occasion de la journée des droits des femmes, les cinémas Ciné-Triskel de Luçon et de Challans rediffusent le film Touché, réalisé par Alexandra Lamy, en présence de la réalisatrice, avec à chaque fois des débats avec différentes associations. Projection donc vendredi à Luçon et samedi à Challans. On en parle avec Éric Dubo, le gérant de ces salles. C'est le cas de dire, le film a touché beaucoup de public. Et donc, le film accompagne Alexandra Lamy dans les salles de cinéma en France. Et moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet en mai l'année dernière. Donc, vous voyez des talents et des stars comme Alexandra Lamy. On est ravis de la recevoir parce que c'est pas facile d'organiser son déplacement, étant donné que c'est quelqu'un qui est très sollicité, qui tourne beaucoup, qui tourne aussi, c'est le cas de le dire, qui tourne en France pour présenter son film, parce que le sujet, c'est quand même le sujet est quand même difficile, puisque ça concerne les femmes et les violences faites aux femmes. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez subi des violences conjugales. La première fois qu'il m'a foutu une claque, je lui ai dit « Recommence jamais ça ». Ça a duré 20 ans. Je t'en supplie, Tamara, ne détruis pas la famille, pense aux petites. Pourquoi tu fais ça? Je suis ravi de parler de ce film, parce que quand je l'avais vu, j'avais trouvé qu'il y avait quand même vraiment quelque chose à faire avec. Et comme je l'avais déjà dans le passé rencontré Alexandra Lamy, je l'ai rencontré l'année dernière au mois de mai et je lui ai dit que ce serait bien qu'elle vienne présenter son film et qu'on puisse faire une animation autour de ça et effectivement aussi sensibiliser les gens sur ce sujet difficile. Que ce soit à Luçon ou à Challans, on a bien sûr sollicité les associations du département qui ont répondu présentes pour animer les débats. Alors, à Luçon, on aura l'après-midi une séance avec des scolaires et le soir, une séance avec tout le public. Et le lendemain, à Challans, ce sera en tout début d'après-midi. Comme on est un samedi, on n'aura pas spécialement de scolaires, puisque c'est pas un temps de classe. Mais on pense quand même avoir une belle représentation et un beau et long débat avec Alexandra, d'ailleurs dans les deux établissements. Le film Touché, c'est donc vendredi à Luçon et samedi à Challans, et vous l'aurez compris, avec à chaque fin de séance, il y aura donc un débat avec Alexandra Lamy, la réalisatrice, mais également différentes associations du département. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, eh bien c'est l'émission « Il y a une asso pour ça ». Didier Fèvre reçoit aujourd'hui Meryl Magnier, c'est la directrice régionale de l'association Prévention Routière. Alors on a cette terrible impression que les campagnes de sensibilisation qui se répètent, qui alertent nos consciences, n'impactent pas. Vous partagez ou pas ? Je ne suis pas forcément d'accord parce que même statistiquement, que ce soit à l'association Prévention Routière, mais aussi au niveau des analyses statistiques nationales, ce qui marche le mieux, c'est un mix de prévention et de répression. Oui. De la répression avec juste de l'installation de radars, des contrôles de police, ça fonctionne ponctuellement. Une phase de sensibilisation ponctuelle avec des images chocs, ça fonctionne ponctuellement, mais l'agglomération des deux sur la durée, et ce du plus jeune âge jusqu'au fait d'être senior, jusqu'à la fin de vie, vu qu'on bouge tous, en fait, ça concerne tout le monde, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et donc vous retrouvez ce numéro de « Il y a une asso pour ça » aujourd'hui sur TV Vendée. Nous revenons maintenant sur les titres développés ce matin. Nous sommes donc revenus sur l'arrivée hier de Fabrice Amédéo. Le skipper de Nexans, WeWise, a bouclé son Vendée Globe à la 32e place en 114 jours. Nous avons entendu sa réaction après ce Vendée Globe qui a été éprouvant pour lui, mais il a été très chaleureusement accueilli par le public sablé sous le soleil. Nous sommes revenus également sur ce procès de 8 jeunes qui s'est tenu
hier au tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. 8 mineurs comparaissaient pour avoir mené une violente expédition punitive en novembre dernier. Ils ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés après 6 heures d'audience. Et puis nous avons également fait le point sur l'avancée de la construction du futur hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Un projet qui doit permettre de rassembler au même endroit différents services de la ville, mais dont le coût financier, 38 millions d'euros, fait grincer dans les rangs de l'opposition municipale. Nous passons maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu une pendule offerte par le comptoir de la mer aux couleurs du Vendée Globe, et une pendule qui indique les horaires des marées, ce qui peut servir quand on habite près de la mer justement et quand on a envie bien de pratiquer, pourquoi pas, un petit peu de pêche à pied. Nous en parlions en début de semaine. Voici la question donc de cette semaine. Elle parle bien sûr un petit peu d'histoire aux Sables d'Olonne. À quoi ressemblait le blocos hôpital des Sables d'Olonne vu de l'extérieur en 1943? Je vous ai déjà dit qu'il était situé en plein centre-ville, sur le site de l'abbaye de Sainte-Croix, et j'y ajoute qu'il avait à l'époque un toit en pente, un toit classique. J'en ne dis pas plus pour ne pas trop vous aiguiller. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer au jeu de cette semaine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à partir de 7h. Passez d'ici là une très bonne journée.